Est-ce que vous avez un rituel le matin pour bien entamer la journée et vous protéger? Alors oui, effectivement. Déjà moi ma routine, hein, du matin, en général, je fais le lieu sûr en 5-4-3-2-1 qui est une modification un peu du lieu sûr originel. J'essaye de le faire tous les matins, mais je pense que comme tout le monde, bah, des fois, il y a des jours où les choses s'enchaînent et ça se fait pas comme ça. Des fois, je le fais même sous la douche. Ça, c'est un conseil de Ludwig Cornil qui est intéressant. En étant sous la douche, on peut du coup, avec l'eau, se faire des SBA en oscillation et en plus, moi, comme mon lieu sûr est à l'océan, c'est intéressant ça. C'est assez plaisant de faire ça comme ça. Cette routine aussi, elle peut changer selon le contexte. Par exemple, quand je suis en mission, pour les CUMP ou les réserves sanitaires. Là, clairement, c'est une routine que je fais vraiment tous les matins et qui est renforcée avec, des ressources, de la cohérence cardiaque, des fois un peu de méditation, parce qu'en mission, on est vraiment imprégné dans quelque chose. Je fais un peu comme un check-up. Donc j'essaie de voir un petit peu, bah, ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, vécu dans la journée avec mes patients, pour voir s'il reste quelque chose. Le but étant de favoriser la résilience, heu parce que dans notre travail, confronté à des patients notamment gravement traumatisés, le but c'est de ne pas être touché, parce que c'est impossible, c'est d'accepter d'être touché et de s'en remettre. Je pense que c'est plus dans cette gymnastique-là, où il faut se positionner. Donc du coup, la routine du matin, elle est importante, elle est bien pour démarrer la journée et le check-up de fin de journée, il est, je pense, autant important, bah, pour être sûr, par exemple, de rien ramener à la maison. Quelle différence faites-vous entre un trauma récent et un trauma vicariant? Alors, il y a beaucoup de différences en fait. Les soignants, notamment les thérapeutes dans le domaine du traumatisme, hein, sont soumis à pas mal de risques, au niveau psychologique. Déjà, alors le trauma récent, hein, c'est, un trauma qu'on a vécu nous-mêmes. C'est un événement qui est impactant, qui est non digéré. C'est un incident critique, donc un acte de terrorisme, un accident de la route, une explosion, une agression, ça c'est des traumas récents. Et ça va nécessiter une intervention EMDR spécialisée d'événements récents. On a pas mal de protocoles, hein, spécialisés dans ce domaine-là, et c'est vraiment une intervention qui est très spécifique, centrée sur l'événement récent, sans aller travailler, l'enfance ou d'autres choses antérieures. Par contre, le traumatisme vicariant est quelque chose de très différent et particulier, hein. C'est quelque chose qui n'est pas vécu. Ça veut dire que les informations traumatiques, c'est pas des choses qu'on a vécues nous-mêmes. En fait, le traumatisme vicariant provient de l'engagement empathique au patient, quelque chose que lui a vécu et il fonctionne par imprégnation, d'accord? C'est-à-dire, c'est comme si on pouvait imaginer un copier-coller entre des réseaux de mémoire du patient vers les réseaux de mémoire du thérapeute. Ça change en fait la vision du monde, de soi, des autres. Vicar, hein, en grec, au niveau étymologie, ça veut dire, remplacer. Ça veut dire qu'on va vraiment remplacer une certaine vision du monde qu'on peut avoir nous-mêmes par la vision du monde, du patient et ça marche par imprégnation où on est imprégné graduellement d'attitudes, de comportements ou de vision, de perception de la réalité. Par contre, les 2, hein, le traumatisme récent et le traumatisme vicariant débutent tous les 2 subitement. Dans le traumatisme récent, l'origine est assez évidente, hein, c'est l'incident critique. Alors que dans le traumatisme vicariant, c'est beaucoup plus insidieux. Il est il est souvent difficile pour les collègues de se rendre compte qu'ils ont, intégré un vicariant et ce processus, il est vraiment, dans les sous-bassements. Parce qu'en fait, dans l'idée, on réfléchit avec les mêmes réseaux de mémoire qui font partie du problème. Et comme l'imprégnation va assimiler des réseaux de mémoire de nos patients, on a beaucoup de mal à se rendre compte. Pendant la consultation, un sujet vous active, que faites-vous? C'est une très bonne question et il y a pas mal de stratégies, de réponses, possibles par rapport à ça. Déjà, moi, je vais utiliser une méthode, qui vient du docteur Ignacio Jarreiro. Il appelle ça la floating attention method, donc la méthode de l'attention flottante. En fait, pour résumer, au fur et à mesure de la séance, Jarreiro invite le thérapeute à retirer l'attention du patient quelques secondes pour l'orienter vers son propre corps. On va faire un scanner, on va dire, pour voir si quelque chose réagit en nous. On prend plusieurs grandes respirations
et une fois ceci fait, on revient, vers le patient. On peut le faire 5-6 fois dans une séance d'1 heure et demie, hein. Ça permet de pouvoir, souffler, décharger parfois des sensations, des ressentis dont on n'a même pas forcément conscience, tellement on est engagé vers le patient. Et cette méthode-là, elle est intéressante. Ça reste respectueux puisqu'on juste on se coupe de l'attention vers le patient 5-6 secondes, c'est pas très long et puis on revient rapidement et ça permet de pouvoir quand même garder une conscience de ce qu'on ressent nous en séance. Parce que ouais, on est confronté quand même parfois à des descriptions, morbides notamment ou des situations dans lesquelles les patients se sentent piégés et on peut très bien rentrer parfois en résonance avec le ressenti émotionnel du patient. Si jamais vraiment je suis très, très activé, bah, on peut faire une pause. On peut, très bien, dire au patient: «Bah, écoutez, là, moi, j'ai besoin d'un café. Est-ce que vous voulez un café?» On se prend juste 5 minutes. Du coup, on va se lever, on va aller, bah, si vous avez une machine à café, mais faire un café ou prendre un verre d'eau et puis juste essayer un peu de s'étirer, de bouger, de s'orienter dans la sécurité de l'instant présent. Ça permet, déjà de pouvoir, souffler un petit peu et puis si jamais on est quand même très activé ou du moins très touché par un patient, on peut être honnête et dire au patient qu'on est touché, d'accord? Alors on va pas parler de nous, ni de dire si jamais ça renvoie à quelque chose de personnel, mais on a le droit de dire au patient: «Bah, écoutez, ce que vous me dites, ça me touche». Et là, je pense qu'il serait souhaitable de prendre juste 2 minutes pour souffler un peu, pour que je puisse rester avec vous. Pour moi, le travail en thérapie, notamment en EMDR, c'est une coaction. C'est un travail d'équipe et être authentique, avec notre patient, c'est la meilleure chose à faire. C'est-à-dire on est thérapeute, on est nous-mêmes avec nos points forts, nos limites et de pouvoir être honnête, avec le patient, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Surtout que les patients aussi, hein, ont des neurones miroirs et souvent si on est touché, ils vont se rendre compte. Donc ça permet aussi de travailler le lien, l'alliance thérapeutique et ça reste quelque chose d'intéressant. Décidément, vous êtes trop activé, vous faites appel à Marguerite, pour un peu de MDR et vous pratiquez seule la technique du papillon. Marguerite, c'est ma femme, Marguerite Desviendras, hein, qui est aussi praticienne et superviseure EMDR et qui fait des formations notamment dans le domaine de l'emprise, des patterns relationnels et c'est une superbe thérapeute. Alors, suis-je objectif ou pas? Je sais pas, mais vraiment elle est excellente. Le soir, après ma journée de consultation, comme je disais, déjà je fais un check-up pour voir ce qui reste. Déjà en première intention, il existe des self-care protocoles pour prendre soin de soi en tant que praticien EMDR, hein, ça existe et ça se trouve un peu partout maintenant dans les livres et sur internet. Donc il y a le self-care protocol de Neil Daniels qui est très bien. C'est de l'auto-traitement pour, bah, déblayer des choses de la journée. Il y a le questionnaire d'autovigilance de Mark Dworkin qui est bien aussi. C'est des petites questions bien pensées pour, se les poser et puis voir un petit peu aussi comment on a pu être impacté par nos patients de la journée, ce qu'ils nous ont raconté, et cetera et ces protocoles se font en autostimulation. Donc ça déjà, ça peut se faire seul et au-delà de ça, si jamais il y a des choses, oui, donc je peux faire appel à à Marguerite, à ma femme pour déblayer, des choses un peu trop lourdes, bien sûr et puis c'est réciproque, moi envers elle. La lettre d'influence, par exemple, d'Hélène Delouchy, qui est un protocole modifié du protocole de la lettre d'origine, qui est un bon outil pour travailler justement l'alliance thérapeutique, mais pour travailler en soi nos propres réactions. Un patient qui nous agace, un patient qui nous rend impuissants, un patient qu'on aime bien et qu'on a du mal ou des scrupules parce qu'on sait qu'on va l'activer et ça va lui procurer de la souffrance. Et ça, c'est intéressant à travailler. Et puis, au-delà de ça, vraiment, s'il y a beaucoup d'activation, si je me sens très mal par rapport à un patient ou une situation, bah, le mieux, hein, c'est d'appeler son thérapeute pour travailler cela. Heu, Parce qu'évidemment, bah, les proches, même s'ils sont thérapeutes EMDR, ça peut être utile, mais il y a une limite. Donc il vaut mieux, si ça va loin, aller prendre un thérapeute, hein. Ça ça fait partie un peu de la routine du praticien EMDR. Et puis, il y a aussi des sessions, de groupe qui sont proposées maintenant un peu partout en France ou même ailleurs. Des sessions de prendre soin de soi. C'est du travail de groupe en EMDR, sur, bah, le trauma vicariant, le traumatisme secondaire, le burn-out, sur de compassion et cetera. Et ça fait partie un peu d'une bonne hygiène mentale, une bonne hygiène psychologique de pouvoir tous les 3 mois ou tous les 6 mois faire une session de prendre soin de soi. Ça nous apprend des choses sur nous-mêmes déjà et puis ça permet aussi un peu de déblayer une accumulation d'informations, vicariantes ou d'informations traumatiques.
Est-ce que le Covid vous rend la tâche plus difficile en tant que soignant? Alors oui, bien sûr. Déjà, tout le monde a dû travailler en visio durant un long moment au début, des premiers confinements, et même si les thérapies là, en face à face ont repris, le masque, enlève quand même énormément de communication non verbale. Donc on est en train d'apprendre à décrypter les émotions, les pensées, les réactions avec seulement le haut du visage. Évidemment au-delà de tout le corps, bien sûr, qui renseigne beaucoup d'informations dans le non verbal, mais déjà, ça a changé pas mal de choses. De plus, on voit aussi quand même nettement un état général, qui se dégrade, graduellement, je pense, dans la population. C'est pas forcément flagrant au premier abord. Au début, on pensait que ça allait être, massif et terrible, bon, et pas tant que ça, mais c'est quand même bien présent, où il y a une dégradation de la qualité de vie, de la frustration, du manque de lien social, et ça tend un petit peu à miner tout doucement au fur et à mesure, l'état psychologique, hein, de la population en général. Donc on a, les psychologues en général, praticiens MDR aussi évidemment, une surcharge, de demandes, et il est clairement difficile de répondre à toutes les demandes, et voilà, ça a vraiment, mis en avant l'utilité et l'intérêt, je pense, des psychologues. Votre téléphone sonne tout le temps parce que le nôtre oui, je confirme, moi aussi. C'est un point qui trompe pas, hein, d'ailleurs, par rapport à ce que je disais avant. C'est le cas de beaucoup de collègues. De mon côté, j'ai actuellement une quinzaine de demandes de nouvelles prises en charge par semaine, et je suis complet. Donc je passe beaucoup de mon temps à essayer de réorienter les demandes, de patients vers des collègues que je connais, en qui j'ai confiance, que j'ai formés, que je supervise. Mais même mes collègues que j'ai en contact, et que je supervise régulièrement, me disent: «Stop», en fait, parce qu'ils sont eux-mêmes complets, et donc voilà, c'est vraiment compliqué des fois de trouver un petit peu à qui renvoyer les demandes. Mais c'est vrai qu'on sent que les téléphones, professionnels des collègues, sonnent beaucoup en ce moment. Une chose qui m'aide quand même, moi, c'est que j'ai 2 téléphones. Pour résumer, j'ai un téléphone pro, un téléphone perso. En fait, c'est un peu plus compliqué, mais pour les urgences CUMP, c'est mon numéro personnel, donc je peux être appelé là-dessus, mais c'est vraiment que pour les urgences, au niveau du SAMU. Et puis j'ai un numéro pro, par contre, pour le cabinet, qui reste au cabinet. Deviendras un homme surmené, plutôt passionné. En fait, j'aime ce que je fais, et le fait de pouvoir aider des gens, c'est déjà une ressource pour moi. Depuis le début, je me suis spécialisé dans le trauma, et toutes les formations que j'ai pu faire dans ma carrière sont toutes des formations orientées autour du traumatisme, et ma principale préoccupation, en fait, c'est les patients. Donc de pouvoir transmettre dans mes formations ou ici, avec vous là, c'est pour les patients, de mon point de vue. Et les soignants sont aussi des humains qui sont parfois des patients et qui méritent qu'on prenne soin d'eux aussi bien, voilà, qu'on prenne soin des autres. Donc voilà, donc moi je suis pas spécialement surmené. Le fait est que aussi j'ai pas mal de loisirs, j'ai ma famille, j'ai mes loisirs personnels. Je me réserve des plages horaires, ça pour moi c'est important dans mon équilibre, où je m'interdis, de faire mes mails ou mes téléphones ou mon administratif parce que c'est vite chronophage. Et je pense que pour un thérapeute, notamment actuellement, on est tous très débordés, c'est important de garder à l'esprit de ne pas se faire embarquer par le tourbillon des choses qui s'enchaînent, parce qu'on peut très vite se faire happer par ça, hein. Et se réserver, des petites plages de temps, d'horaires qui sont pour nous et que pour nous.